Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette matinale de KPMG. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour faire le tour de l'essentiel de l'actualité comptable, financière et extra-financière du mois. Nous sommes le mardi 3 juin 2025, au micro, Laurent Chilet et Hélène Moticom. Bonjour Laurent. Bonjour Hélène, bonjour à toutes et à tous. En ce mois de juin, Laurent, les entreprises cotées ont en ligne de mire leur arrêté semestriel. Oui Hélène, les émetteurs commencent à s'atteler à l'arrêté du 30 juin. Or, cette année, la tâche ne va pas être facile. Le contexte géopolitique est tendu, l'environnement économique français et mondial demeure incertain, et les annonces erratiques de l'administration américaine en matière de droits de douane mettent les nerfs des entreprises à rude épreuve. C'est pourquoi, une fois encore, les investisseurs seront très attentifs aux différents scénarios et hypothèses qui seront retenus dans les états financiers au 30 juin 2025. Afin d'aider les entreprises dans l'établissement de cet arrêté semestriel, le dossier du mois fera un tour d'horizon de l'actualité comptable, que ce soit en normes françaises et en normes IFRS, et finira par quelques mots de prospective. Ainsi, vous accueillerez au micro Hélène, d'ici quelques minutes, 2 experts dans ce domaine, Émilie Blanc, directrice des affaires comptables de l'AMF, et Emmanuel Paré, directeur de la doctrine comptable de KPMG. Mais avant cette interview, Laurent, nous allons débuter ensemble cette matinale avec le journal de la rédaction. 2 titres à la une aujourd'hui dans l'actualité juridique. Tout d'abord, la loi Dadu a été publiée fin avril avec sa cohorte de dispositions. Et ensuite, de récentes décisions en matière de distribution de réserves ont clarifié les choses, du moins pour l'essentiel. Et puis, en fin de journal, nous vous proposons nos conseils de lecture et d'écoute. Ouvrons donc ce journal avec l'actualité juridique et la publication le 30 avril dernier de la loi Dadu qui porte sur diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne, que ce soit en matière économique, financière, environnementale, énergétique, etc. Quels sont les points saillants de ce texte, Laurent ? Hélène, je retiens que cette loi reporte certaines obligations en matière de durabilité, initialement prévues par la CSRD, et sa transposition en droit français, dont le report des obligations de 2 ans pour les entités de la 2e et de la 3e vague, la possibilité d'omettre les informations mentionnées à l'appendice C de la norme ESR1 pour les entités de la vague 1 au titre des exercices 2025 et 2026, c'est la mesure transitoire, et enfin, la possibilité d'omettre certaines informations liées au secret des affaires dans le rapport déposé au greffe du tribunal de commerce, mais sous certaines conditions. Et quelles sont ces conditions, justement, Laurent ? Il faut que cette omission ne fasse pas obstacle à la compréhension juste et équilibrée de la situation de la société et des incidences de son activité et que les informations expurgées de la publication soient néanmoins transmises à l'autorité des marchés financiers. Une possibilité d'omission qui reste toutefois encadrée. Autre chose à ajouter à propos de la loi Dadu ? Oui, 2 dernières informations notables. Tout d'abord, cette loi prévoit également la dépénalisation du défaut de nomination d'un vérificateur des informations de durabilité, qu'il soit commissaire aux comptes ou organisme tiers indépendant. Et ce texte désigne aussi l'autorité qui doit veiller à la parité dans les sociétés qui y sont soumises. Alors, cette loi évoque la parité en référence à la directive dite Women on Boards. Tout à fait, Hélène. Cette directive vise un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs de sociétés. Introduite en France par une ordonnance d'octobre 2024, elle a modifié la loi française dite Copé-Zimmermann. Pour mémoire, cette loi a imposé une règle de parité de 40% de membres de chaque sexe dans les conseils d'administration et de surveillance des grandes sociétés cotées sur Euronext Paris. Rappelons que les sanctions en cas d'inobservation de ce quota sont dissuasives, avec la nullité des nominations intervenues en violation de la règle de parité et la suspension des rémunérations des membres du conseil jusqu'à régularisation. Et qu'a introduit l'ordonnance transposant la directive Women on Boards ? Différentes adaptations portent sur plusieurs points, dont le fait que la situation de la parité doit être annuellement publiée dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise, communiqué à l'AMF, et publié sur le site de la société. En cas de défaut de parité, une procédure légale impérative de recrutement devra être respectée. Elle sera précisée par un décret à venir. Et quelles sont les obligations de l'autorité des marchés financiers à cet égard ?
L'autorité des marchés financiers est chargée d'analyser, de surveiller et en lien avec le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, de promouvoir et soutenir l'équilibre entre les sexes dans les conseils et directoires des sociétés soumises à la règle de parité. Elle est également chargée de publier et mettre à jour régulièrement la liste des sociétés qui respectent les règles de parité. Et ces nouvelles exigences seront applicables à compter du 1er janvier 2026. C'est très clair. Concrètement, qu'est-ce que cela implique? Concrètement, à compter du 30 juin 2026, l'AMF recevra de la part des sociétés concernées, une fois par an, les informations sur la représentation des femmes et des hommes dans les conseils d'administration et de surveillance. Sur la base de ces informations, l'autorité publiera la liste des sociétés qui respectent les règles du Code de commerce relatives à l'équilibre entre les femmes et les hommes au sein des conseils qu'elle mettra à jour régulièrement. Restons dans l'actualité juridique. Intéressons-nous maintenant aux questions liées à la distribution de reports à nouveau et de réserves hors de l'Assemblée générale ordinaire. Le 30 janvier 2025, la Cour d'appel de Paris a infirmé un arrêt du tribunal de commerce de Paris datant de septembre 2022 qui avait jugé qu'aucune distribution de réserve ne pouvait être effectuée en dehors de l'AGO d'approbation des comptes de l'exercice. Quelques jours après, en février 2025 et dans une autre affaire, la Cour de cassation a jugé que cette possibilité ne s'appliquait pas au report à nouveau bénéficiaire qui peut être distribué uniquement lors d'une décision de l'Assemblée générale ordinaire annuelle. En quoi, Laurent, ces décisions sont-elles si importantes ? Ces décisions sont importantes dans la mesure où elles clarifient, au moins pour partie, le droit applicable dans ce domaine, à savoir que la distribution du report à nouveau en dehors de l'Assemblée générale ordinaire est interdite et par voie de conséquence, la pratique, somme toute assez formelle, consistant à affecter le report à nouveau en réserve via une Assemblée générale extraordinaire en cours d'année pour permettre une distribution de réserve est désormais à éviter. Dans le même sens, même si la distribution de réserve en cours d'année n'est pas interdite, il est conseillé de privilégier l'Assemblée générale ordinaire annuelle pour la distribution de réserves disponibles. Et c'est donc à l'occasion de chaque Assemblée générale ordinaire annuelle qu'une réflexion devra être conduite sur l'affectation ou non du report à nouveau bénéficiaire en réserve. S'il est maintenu en report à nouveau, il ne pourra pas être distribué en cours d'exercice par une Assemblée générale extraordinaire, mais seulement intégré dans le versement d'un acompte sur dividende, ce qui nécessite, je le rappelle, l'établissement d'un bilan et l'intervention du ou d'un commissaire aux comptes. Avant de clôturer ce journal, Laurent, quels sont aujourd'hui vos conseils de lecture ? J'aurai aujourd'hui 3 conseils de lecture. Tout d'abord, l'édition 2024 du rapport annuel de l'AMF qui a été publié le 26 mai. Ensuite, le dernier numéro d'IFRS en bref. Et enfin, la lettre de la gouvernance numéro 40. Des publications disponibles respectivement sur le site de l'AMF et sur kpmg.fr. Avez-vous des conseils d'écoute aujourd'hui ? Oui, plusieurs conseils, Hélène. Tout d'abord, les chroniques consacrées à l'intelligence artificielle, diffusées par Radio KPMG depuis quelques semaines. Ces chroniques ont vocation à acculturer les entreprises sur les aspects techniques et à les éclairer sur la dimension opérationnelle, réglementaire et stratégique de l'IA. Et enfin, l'édition de Fréquence Banque du 23 mai dernier qui analyse les premières publications CSRD de 20 grandes banques européennes. Des émissions disponibles dans notre application Radio KPMG, également sur les principales plateformes d'écoute ou sur kpmg.fr. Ce journal se termine. Un grand merci à vous, Laurent. Chers auditeurs, chères auditrices, je vous retrouve dans un instant en compagnie de nos 2 invités. L'arrêté semestriel du 30 juin 2025 s'inscrit globalement dans la continuité des périodes précédentes, dans le sens où les entreprises font toujours face à des incertitudes significatives, même si les sous-jacents économiques ne sont pas exactement les mêmes. Le contexte géopolitique compliqué depuis 2022 perdure et c'est même encore tendu depuis janvier 2025 et la guerre commerciale déclenchée par l'administration américaine, sans parler des conflits armés qui malheureusement se poursuivent. Avec nos 2 invités, Émilie Blanc, directrice des affaires comptables de l'AMF, que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui à notre micro, et Emmanuel Parret, associé directeur de la doctrine comptable de KPMG, nous allons décrypter les principaux enjeux de l'actualité comptable et financière de l'arrêté semestriel, sans oublier les principaux sujets prospectifs pour les clôtures 2025, susceptibles d'intéresser nos auditeurs et nos auditrices. Bonjour à tous les 2. Bonjour Hélène et bonjour à tous et à toutes. Bonjour Hélène, bonjour à toutes et à tous. Alors, je viens de le dire, l'environnement économique reste globalement incertain. Certes,
L'inflation au sein de la zone euro se rapproche de l'objectif fixé par la Banque centrale européenne et les prix d'énergie, notamment du pétrole et des matières premières, sont plutôt en baisse. Toutefois, les incertitudes sont nombreuses et tendent à figer les initiatives des entreprises, voire à déclencher des plans sociaux. En effet, les défaillances atteignent en France des seuils très élevés, avec un nombre d'emplois menacés jamais vu depuis la crise financière de 2008. La perception qu'ont les différents acteurs économiques de l'environnement actuel et de ses perspectives s'en trouve, j'ai envie de dire, naturellement impactée. L'arrêté intermédiaire 2025, Emmanuel, peut ainsi s'avérer à nouveau délicat pour de nombreuses entreprises. Oui, Hélène, la rapidité des changements et l'incertitude économique qui caractérisent l'environnement que vous avez rappelé constituent des enjeux de taille pour les entreprises. Dans ces conditions, bien sûr, l'établissement des comptes semestriels va rester délicat pour de nombreuses entreprises, que ce soit en termes d'évaluation ou de capacité à faire des prévisions et à se projeter. Et bien sûr, toutes les entreprises ne sont pas affectées de la même manière. Émilie Blanc, souhaitez-vous compléter les propos d'Emmanuel Paré ? Oui, effectivement, comme vous venez de l'évoquer, dans le contexte actuel, qui est finalement pas si éloigné que celui qu'on a pu vivre pendant le Covid, il est important que les sociétés soient transparentes sur les hypothèses et jugements qu'elles retiennent et qui peuvent être, pour le compte, plus structurants qu'habituellement pour l'établissement de leurs états financiers. Je pense aussi bien à la détermination des justes valeurs qu'aux tests de dépréciation, mais également à la continuité d'exploitation, comme vous venez de l'évoquer. Et il y a à noter que les investisseurs sont particulièrement attentifs à la situation de la liquidité des sociétés dans des périodes qui sont chahutées. Enfin, les sociétés doivent également s'interroger à la nécessité d'adapter les fourchettes de sensibilité des différentes hypothèses qu'elles ont prises dans ce contexte. Dans ce contexte, justement, Emmanuel, la question des tests de dépréciation risque de se poser une fois encore pour certaines entreprises. Oui, Hélène, vous avez raison. Plus largement, en cette période d'incertitude économique, il est crucial d'identifier l'ensemble des impacts potentiels sur les états financiers qui peuvent être multiples et évolutifs, de refléter, le cas échéant, l'incertitude à la date de clôture selon les normes comptables applicables, notamment via des multiscénarios et des informations en annexe appropriées. On restera également attentif aux événements post-clôture. En période intermédiaire, où les tests de dépréciation sont réalisés uniquement en présence d'indices de perte de valeur, les entreprises devront tout d'abord apprécier les circonstances qui doivent les conduire à identifier de tels indices, ce qui peut s'avérer délicat en cette période où la conjoncture mondiale évolue très rapidement et l'incertitude est élevée. Si je prends l'exemple des droits de douane, on voit bien que cet exercice va nécessiter du jugement et dépendre du niveau de marge existant sur les tests. Lorsqu'elles devront communiquer dans leurs états financiers sur les tests de dépréciation, les éventuelles dépréciations comptabilisées, les entreprises devront notamment présenter les hypothèses retenues, je pense que ça c'est très important, ainsi que les éventuelles évolutions par rapport aux tests précédents, que ce soit sur le plan opérationnel ou financier. Dans le contexte actuel, l'on pourrait par exemple s'attendre à des informations sur des modifications des prévisions de croissance ou encore des changements attendus en matière de droits de douane et leurs conséquences. Et en cas de comptabilisation de dépréciation, des analyses de sensibilité seront en particulier attendues. Elles devront bien sûr être adaptées au contexte, que ce soit dans le choix des hypothèses testées ou dans les fourchettes retenues. Les entreprises vont donc devoir faire preuve d'une grande transparence dans leurs états financiers intermédiaires du 30 juin 2025. KPMG dispose à cet égard de publications qui peuvent aider nos auditeurs dans cette démarche. Oui, nous pouvons en particulier renvoyer nos auditeurs à la page Uncertain Times du Digital Hub de KPMG, accessible sur kpmg.com. Cette page propose notamment une publication sur les droits de douane et les tests de dépréciation des actifs non financiers avec une démarche en 3 étapes pour déterminer si un test de dépréciation doit être réalisé et, le cas échéant, comment refléter les impacts dans les états financiers. Plus largement, pour aider nos auditeurs à décrypter l'actualité sur les aspects réglementaires liés aux droits de douane et à la guerre commerciale qu'elle engendre, nous les invitons à consulter le site de KPMG Avocats qui propose une série d'articles et de vidéos mises à jour régulièrement.
Donc des consultations pour aider les auditrices et les auditeurs dans cet exercice. Émilie Blanc, est-ce que l'autorité des marchés financiers a des messages particuliers sur ce sujet récurrent qui prend, il faut le dire, cette année une coloration nouvelle? Oui, pour rebondir sur les propos d'Emmanuel, effectivement, on voulait rappeler l'importance de communiquer des informations à la fois spécifiques et détaillées dans ce contexte. Sur ce point particulier, je voulais rappeler la publication l'année dernière par l'ESMA dans son 29e batch d'une décision qui prend toute son importance aujourd'hui. Vous vous en souvenez peut-être, cette décision, elle exposait des insuffisances d'informations communiquées dans les comptes semestriels d'un émetteur. Et on rappelait à cette occasion que, tout comme pour les comptes annuels, les comptes semestriels doivent comporter des informations qui sont utiles à leur compréhension et notamment celles qui justifient des changements qui sont survenus depuis la clôture précédente, dès lors qu'ils sont significatifs, bien entendu. Dans le contexte actuel, ce message nous paraît particulièrement pertinent. Alors, cette décision de l'ESMA que vous venez de citer, Émilie, est à retrouver, bien sûr, sur le site de l'ESMA. Alors, pour finir notre tour d'horizon du contexte macroéconomique, Emmanuel, voyez-vous des nouveautés à signaler du côté de l'hyperinflation? Alors, a priori, pas de points très saillants à signaler pour les prochaines clôtures intermédiaires. En revanche, dans la perspective des clôtures annuelles, une attention particulière devra toujours être portée aux situations de l'Égypte et du Nigeria, avec la perspective de plus en plus forte pour le Nigeria de devoir appliquer une comptabilité d'hyperinflation pour la prochaine clôture annuelle. Mais d'ici là, nous aurons l'occasion d'en reparler sur ces ondes en octobre prochain ensemble. Faisons le point maintenant sur le référentiel IFRS applicable au 30 juin 2025. Y a-t-il des évolutions significatives à prendre en compte pour ces arrêtés, Emmanuel? Alors, aucun bouleversement majeur dans les textes applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. Signalons juste les amendements relatifs à IS 21. Ces amendements traitent des situations d'absence de convertibilité des devises que l'on peut rencontrer dans des environnements monétaires très chahutés, comme historiquement au Venezuela. Ces amendements clarifient les conditions dans lesquelles un taux de change spot doit être estimé, les modalités de réalisation de cette estimation et les informations à fournir en annexe. Toutefois, ces dispositions ne devraient concerner que des cas très spécifiques. Il faut également mentionner les amendements relatifs au contrat d'achat d'énergie renouvelable, publié en décembre 2024. Ces amendements sont les bienvenus et clarifient notamment les conditions d'éligibilité de l'application de Low News Exemption ou exemption pour usage propre à ces contrats, permettant d'échapper à la comptabilisation de dérivés. Ils apportent également des précisions utiles pour appliquer la comptabilité de couverture dans le contexte des virtual PPA. Ce texte n'a pas pu être adopté par l'Union européenne pour la clôture 2024, compte tenu de sa date de publication, mais l'on s'attend à ce qu'il soit approuvé à temps pour l'arrêté semestriel et dans ces conditions pourra être appliqué par anticipation. Nous continuerons de vous informer sur ce point. Alors, continuons de nous intéresser aux changements normatifs. Y a-t-il des décisions importantes du comité d'interprétation des IFRS à signaler à nos auditeurs? Les décisions de l'IFRIC approuvées par l'IASB en ce début d'année sont de portée relativement limitée. Revenons en revanche sur une décision datant de juin 2024 relative aux produits et charges des secteurs à présenter au titre du paragraphe 23 d'IFRS 8 et notamment de son petit f sur les autres éléments matériels. Pour rappel, le comité d'interprétation a clarifié que les informations requises par ce paragraphe doivent être fournies pour chaque secteur si elles sont communiquées régulièrement au principal décideur opérationnel, le PDO, de manière séparée ou si elles sont simplement incluses dans une mesure de résultat sectoriel revue par le PDO. Et ce, même si elles ne sont pas elles-mêmes revues de façon séparée, ce qui est là une précision importante. Le comité est également revenu sur la façon d'apprécier la matérialité, de façon quantitative ou qualitative, de ces informations dans leur contexte et a rappelé la nécessité pour une entité de faire preuve de jugement. En pratique, les entreprises doivent donc se réinterroger, compte tenu de ces précisions, sur la nécessité de compléter leur information sectorielle, mais rien n'est automatique. Elles doivent apprécier au cas par cas si leur information sectorielle doit être enrichie sur la base notamment de ces considérations liées à la matérialité.
Alors, ces éléments, vous les aviez effectivement évoqués à ce même micro, Emmanuel, en octobre 2024, et précisé que cette décision pourrait conduire à un enrichissement de l'information sectorielle dans les états financiers de certaines entreprises. Émilie, de votre côté, qu'a pu constater le régulateur sur ce point? Si certains émetteurs ont fait évoluer l'information communiquée, nous notons pour d'autres la nécessité de se réinterroger sur la décomposition par secteur des informations requises par le paragraphe 23 d'IFRS 8 que vient d'évoquer Emmanuel. Encore une fois, au regard du contexte actuel, certaines informations pourraient revêtir une importance plus particulière pour un lecteur des états financiers. Je pense notamment aux charges significatives pour les émetteurs, par exemple les charges de personnel, le prix de l'énergie ou encore les charges d'intérêt qui pourraient être intéressantes cette année. Évoquons maintenant quelques autres points d'attention pour les comptes semestriels 2025. Alors, débutons par la fiscalité et la loi de finances 2025 qui a notamment introduit la contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés des grandes entreprises. Il est sûrement utile de réexpliquer à nos auditeurs comment cette contribution doit être d'abord calculée et ensuite comptabilisée. Précisons tout d'abord que cette contribution exceptionnelle à l'IS des grandes entreprises est effective pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et s'applique aux sociétés ayant réalisé un chiffre d'affaires en France supérieur à 1 milliard d'euros au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est due ou bien de l'exercice précédent. Chose importante et nouvelle, la contribution est calculée sur une moyenne, celle de l'IS au taux normal et au taux réduit des exercices N et N-1. Le taux est fonction du chiffre d'affaires, ce qui veut dire que compte tenu de la formule de calcul, les composantes de chaque exercice sont indépendantes. En norme IFRS, la contribution répond à la définition d'un impôt sur le résultat au sens d'IAS 12, c'est-à-dire d'un impôt sur les bénéfices imposables. Il convient ainsi de rattacher la charge d'impôt au résultat auquel elle se rapporte, selon la logique générale d'IAS 12. Alors, tout ceci étant rappelé et expliqué, concrètement, Emmanuel, que doivent comptabiliser les entreprises concernées au 30 juin 2025? Pour une société ayant un exercice qui coïncide avec l'année civile, la quote-part de la contribution basée sur l'IS de l'exercice 2024 devra être prise en intégralité dans les premiers comptes intermédiaires suivant la promulgation de la loi de finances, souvent au 30 juin 2025, ce qui aura un impact quand elle n'est pas nulle, bien sûr. Quant à la quote-part de la contribution basée sur l'IS de 2025, elle devra être estimée et comptabilisée via le taux effectif d'impôt. En effet, pour rappel, en période intermédiaire, les IFRS requièrent d'estimer le taux effectif d'impôt, le TEI, à fin d'année, englobant en général impôt courant et impôt différé, et de l'appliquer ensuite au résultat comptable intermédiaire. Tout ceci semble bien clair. Et petit cas particulier pour les entreprises qui ont des exercices décalés. Comment doivent-elles faire? La même logique s'applique. Prenons l'exemple d'un groupe ayant une clôture annuelle au 31 mars 2025. Dans ce cas de figure, la quote-part de la contribution basée sur l'IS de l'exercice 2024-2025 devra être comptabilisée en intégralité dans cet exercice. Les comptes semestriels clos au 30 septembre 2025 devront, quant à eux, intégrer la quote-part estimée de l'exercice 2025-2026 via le TEI. Alors, au regard du vote exceptionnellement, j'ai envie de dire historiquement tardif de la loi de finances qui est intervenue début 2025, ce sujet a fait l'objet de débats sur la place. Aujourd'hui, tous les cabinets sont d'accord. Émilie, est-ce que cette analyse est également partagée par l'AMF? Comme vient de l'indiquer Emmanuel, pour la plupart des émetteurs, l'arrêté du 30 juin sera l'occasion de communiquer pour la première fois les montants comptabilisés au titre de cette contribution additionnelle pour chacune des années dès lors qu'ils sont significatifs. Et pour répondre à votre question, côté AMF, nous partageons le traitement comptable que vient de rappeler Emmanuel et qui est conforme aux IFRS. Donc, on peut dire que le traitement comptable de la contribution exceptionnelle IS fait consensus sur la place. Mais Emmanuel, la même logique s'applique-t-elle aux états financiers établis selon le référentiel comptable français? Nous avons là une divergence, Hélène. Le règlement ANC numéro 2025-02, en cours d'homologation, prévoit que la comptabilisation de cette contribution exceptionnelle suit celle de l'impôt sur les bénéfices relatifs au premier exercice clos
à compter du 31 décembre 2025. Autrement dit, il applique une logique stricte de fait générateur fiscal. En revanche, au titre de l'exercice précédent, l'entreprise doit indiquer en annexe le montant de la contribution exceptionnelle qu'elle devra payer, calculé à partir de l'impôt sur les bénéfices dû au titre de cet exercice. Et donc, pour être encore plus précis, quelles sont les différences concrètes avec les IFRS? En clair, pour les comptes sociaux des entités ayant des exercices décalés et dont la date de clôture des exercices 2024-2025 est postérieure à la date de promulgation de la loi, soit après le 14 février 2025, la charge d'impôt correspondante ne sera comptabilisée que dans les comptes de l'exercice 2025-2026. Ainsi, la charge liée à cette contribution exceptionnelle sera intégralement inscrite sur la ligne impôt sur les bénéfices du compte de résultat de l'exercice clos à compter du 31 décembre 2025. Ce traitement diffère de celui appliqué en IFRS. Par exemple, un groupe clôturant au 31 mars 2025 devra comptabiliser cette charge dans ses comptes consolidés IFRS, tandis que dans les comptes sociaux, seule une mention en annexe sera requise. Les différences sont bien notées entre la comptabilité française et les IFRS. Alors, dans la foulée de cette loi de finances pour 2025, a été adoptée la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, le 28 février dernier. Cette loi, Emmanuel, a modifié la contribution patronale due par les sociétés au titre des attributions d'actions gratuites, portant le taux de 20 à 30%. Oui, avec une entrée en vigueur dès le premier jour suivant la date de publication de la loi, et donc une entrée en vigueur au 1er mars 2025. Or, le Code de la sécurité sociale prévoit que la contribution est exigible le mois suivant la date d'acquisition des actions par le bénéficiaire. Ainsi, l'application du taux de 30% dépend de la date d'acquisition des actions par le bénéficiaire, qui est le fait générateur de la contribution. En conséquence, si les actions ont été acquises, c'est-à-dire que les conditions d'attribution sont définitivement remplies, avant le 1er mars, le taux de contribution reste de 20%. En revanche, si elles sont acquises après le 1er mars, la contribution sera de 30%. Il convient ainsi d'en tenir compte dans l'évaluation des provisions correspondantes. Revenons maintenant quelques instants au référentiel comptable français. Pour nos auditeurs qui établissent des comptes semestriels selon les règles comptables françaises, y a-t-il des points d'attention à noter pour le 30 juin ? Alors, la principale nouveauté est l'application obligatoire du règlement modernisation des états financiers pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, à l'exception des entités du secteur du logement social pour lequel l'entrée en vigueur a été repoussée d'1 an. En théorie, les entreprises ont aujourd'hui déjà intégré ces changements, mais ce n'est sans doute pas encore toujours le cas. Et donc, on peut imaginer qu'il est utile d'en rappeler les grandes lignes de ce texte. Alors oui, ce texte modifie le plan comptable général et prévoit notamment la suppression des transferts de charges, la mise à jour de la nomenclature des comptes et la modernisation des états financiers ou encore l'introduction d'une nouvelle définition du résultat exceptionnel. Nos auditeurs peuvent consulter la publication consacrée à ce nouveau règlement, accessible sur le site de KPMG, qui propose un éclairage des principaux points clés. La mise en œuvre de ce règlement a, dans la plupart des cas, généré des difficultés pratiques, comme la nécessité d'adapter les logiciels et systèmes d'information comptable, la mise à jour des formats d'état financiers, ou encore l'identification de ce que la nouvelle définition du résultat exceptionnel implique. Donc, si certaines entreprises n'ont pas encore pris en compte ce nouveau règlement, il est grand temps pour elles de se saisir du sujet. Et pour cela, elles peuvent écouter ou réécouter la matinale diffusée en avril 2023. Elles peuvent le faire dans l'application Radio KPMG ou elles peuvent, comme vous le dites à l'instant, consulter la publication sous forme de questions-réponses qui présente les principales dispositions et incidences de ce nouveau règlement. Une publication disponible sur kpmg.fr. Parmi les autres textes à signaler dans le référentiel comptable français, qu'avez-vous à indiquer à nos auditeurs, Emmanuel ? Je signalerai, Hélène, le règlement 2024-07 relatif au classement dettes autres fonds propres qui a été publié par l'ANC en février dernier. Actuellement en cours d'homologation, il sera d'application obligatoire aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026. Et quels sont les principaux impacts de ce nouveau texte ?
Ce règlement définit notamment les éléments à inclure dans les autres fonds propres qui seront composés des avances conditionnées, des droits du concédant et d'une nouvelle rubrique intitulée Fonds non remboursables. Un instrument sera comptabilisé dans cette nouvelle rubrique s'il n'est pas inscrit en capitaux propres et si son remboursement en trésorerie ou par remise d'un autre actif ne peut être imposé à l'émetteur ni par le prêteur, ni par un tiers, ni par un événement en dehors du contrôle de l'émetteur. Le règlement apporte également des clarifications sur certains éléments figurant en capitaux propres. Par ailleurs, il modifie le règlement 2020-01 relatif aux comptes consolidés. En particulier, tous les titres autodétenus seront désormais maintenus à l'actif du bilan consolidé selon les mêmes modalités que dans les comptes individuels, sous réserve de la suppression effective de l'article R233-6 du Code de commerce, qui au plan pratique n'est pas encore intervenu. Les modifications prévues par ce nouveau règlement pourraient donc avoir des impacts à ne pas négliger, Hélène, tant dans les comptes sociaux que consolidés. Alors justement, nous allons nous allons publier une lettre d'information. On en parle prochainement. Elle sera disponible sur le site de KPMG France pour présenter à nos auditeurs, à nos auditrices et à tous nos lecteurs plus en détail ce règlement. Si on continue de se projeter, Émilie, et plus particulièrement vers la clôture 2025, parce que nous avons beaucoup parlé là du 30 juin 2025, quels sont les sujets de préoccupation majeurs du régulateur et quelles publications anticipez-vous d'ici là? Pour répondre à votre question, tout d'abord, je voulais rappeler que nos recommandations annuelles de l'année dernière restent pour partie applicables dans ce contexte particulier incertain. Je pense notamment à la liquidité et à la nécessité d'être transparent sur les jugements et les hypothèses retenues que l'on a déjà pu évoquer. Je saisis également l'opportunité d'attirer l'attention sur la future norme IFRS 18, même si ce sujet il peut paraître lointain car la norme est applicable au compte 2027 avec un comparatif 2026. La mise à jour des systèmes d'information est en cours de définition chez nos émetteurs et elle nécessite pour eux de se positionner dès maintenant. Donc, nous voulions revenir sur ce point et rappeler aux émetteurs de discuter de leur choix avec leurs auditeurs avant l'implémentation et également de nous solliciter en cas d'exercice de jugement important pour s'assurer que nous partageons bien leur position. Pour la clôture 2025, avec la publication des premiers rapports de durabilité, on s'attend à ce que davantage d'informations soient communiquées par les émetteurs en cohérence avec ce qu'ils ont pu communiquer dans la CSRD, dans leurs états financiers et qui devraient être enrichis au regard de ces éléments. Enfin, je voulais évoquer un nouveau batch de publication de décisions de l'ESMA qui devrait sortir dans les prochains jours. Il regroupe plusieurs décisions sur les tests de dépréciation, sur des disclosures attendus dans le cadre des contrats d'achat d'électricité et des notions de contrôle et de regroupement d'entreprises que je vous invite à lire dès qu'elles sortiront. Et enfin, je voulais vous rappeler que comme chaque année, l'AMF publiera des recommandations sur l'arrêté des comptes, donc 2025, courant du mois de novembre. Ça sera le cadeau un peu avant Noël, en avance de Noël. Emmanuel, si on regarde encore un peu plus loin, au niveau des projets de normes, que faut-il avoir en tête ? Alors, côté IFRS, c'est pour les entreprises industrielles et commerciales. Signalons en particulier différents projets qui devraient très prochainement donner lieu à des redélibérations suite aux exposés sondages. Je pense notamment au projet relatif à IS 37 sur les provisions, à IS 28 sur la méthode de la mise en équivalence, ou encore aux incertitudes notamment liées aux enjeux climatiques. À suivre également les projets Goodwill et Impairment, FICE sur les instruments financiers ayant des caractéristiques d'instruments de capitaux propres, qui mettent du temps à être finalisés. Quant au projet incorporel, il a encore peu avancé. Enfin, n'oublions pas que l'IASB va lancer d'ici la fin de l'année une nouvelle consultation sur son futur programme de travail. Donc, ce sera le moment de se manifester. Côté normes françaises, ayez en tête les principaux projets en cours à l'ANC. Tout d'abord sur le chiffre d'affaires, dont les prochains mois devraient être critiques quant à son aboutissement. Ensuite, les enjeux climatiques, avec notamment la comptabilisation des crédits carbone, ou encore les cryptoactifs qui pourraient donner lieu prochainement à une consultation publique.
Émilie Blanc, Emmanuel Paré, un grand merci à tous les deux pour vos éclairages sur cette actualité comptable et sur les messages clés dans la perspective de cet arrêté semestriel du 30 juin 2025. Comme toujours, une actualité riche dont les entreprises devront se saisir pour leur clôture intermédiaire, d'autant plus qu'elles interviennent dans un contexte extrêmement volatile. Nos experts sont bien entendu à votre disposition et vous pouvez consulter nos nombreuses publications, notamment celles qui ont été mentionnées dans cette émission, mais aussi l'édition 2025 de nos modèles d'état financier intermédiaire disponibles sur kpmg.fr. Cette émission est maintenant terminée. C'est avec grand plaisir que nous vous retrouverons sur les ondes de Radio KPMG le 1er juillet prochain pour une nouvelle édition des matinales. À bientôt donc. Les matinales de KPMG.